Bonjour à tous. Nous avons cette table ronde au terme d'une semaine plutôt riche, on peut dire, pour la construction européenne. Et quand je dis riche, ce n'est pas seulement d'un prix Nobel de la paix remis à Oslo lundi après plus de 60 ans d'intégration communautaire, mais aussi riche d'un accord pour créer un brevet européen, cette fois après pas loin de 40 ans de blocage, et riche enfin d'un accord pour transférer en partie la supervision des banques à l'échelon européen, cette fois après seulement quelques mois de négociations. Cette supervision étant la première partie d'une union bancaire qui devrait occuper les élus européens une bonne partie de l'année prochaine et qui a déjà d'ailleurs occupé plusieurs think tanks. Mais notre rencontre au lendemain du dernier sommet européen de l'année à Bruxelles n'est pas pour faire un débat technique sur le fonctionnement de l'union bancaire ou une hypothétique union budgétaire. La question posée est bien plus largement, je dirais plus fondamentalement, une question presque existentielle. Quelle union voulons-nous ? C'est à l'évidence la question quelle union des États, quelle union des peuples, quelle union démocratique, quelle union politique, pour autant que ces formules aient du sens et soient plus qu'un slogan. C'est justement le rôle et le propre, la raison d'être, je dirais, des think tanks, que de plancher sur ces questions, que de les anticiper, de voir leur faisabilité, pas seulement technique, mais politique, et d'aller au-delà des formules passe-partout. Et nous avons ici, pour en débattre, des personnes qui réfléchissent, qui creusent des pistes, qui élaborent des propositions de solutions. Et je vous demanderai, avant de les applaudir, parce que l'intérêt c'est d'applaudir à la toute fin, alors attendez qu'ils aient parlé avant d'applaudir. Vaut mieux réserver ça pour la fin de nos débats. J'ai à ma droite Thierry Chopin, qui est directeur scientifique de la Fondation Robert Schuman, qui enseigne entre autres au CNAM, au Collège de Bruges, aux Mines, et qui est en train de boucler le prochain État de l'Union 2013 que la Fondation Robert Schuman publiera en début d'année prochaine. Jean-Yves Autexier, ancien député et ancien sénateur de Paris, on peut dire aussi ancien membre du Parti socialiste, que vous avez justement quitté sur la question européenne au moment de Maastricht en 92, entre autres. Et vous êtes conseiller de la Fondation Respublica, présidée par Jean-Pierre Chevènement. Thomas Uday, secrétaire général d'Europanova, qui est pas seulement un think tank, mais comme on dit en anglais, un think and do tank, parce que votre organisation cherche à stimuler et à éveiller à l'Europe, comme par exemple à travers votre récent programme pour les moins de 40 ans, 40 Under 40. Donc je vais vous laisser à chacun définir quelle union aujourd'hui prévaloir, vu l'état de la crise actuelle, vu l'avancée des solutions actuelles pour cette crise, et vu aussi l'attente des opinions, puisque dans quelle union voulons-nous, il y a aussi le voulons-nous en Europe. Alors, sans tarder, je passe la parole à Thomas Uday sur la question quelle union voulons-nous aujourd'hui pour 2013 au moins. Merci Sébastien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non ? Allô, allô ? Ça y est. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup Sébastien. Pour commencer, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être là pour la première fois dans ce magnifique forum des think tanks, à la place de mon président, du président d'Europanova, que vous connaissez peut-être sans doute, qui a assez peu l'habitude de laisser sa place à la tribune, mais étant à l'étranger, je peux profiter de ce moment important. Et je vais commencer d'ailleurs par vous parler 2 minutes de moi. Après... Là, vous faites comme votre président, mais continuez. Alors, l'Europe. Vous allez voir le lien après. Après 15 ans dans le monde des affaires, comme créateur d'entreprise et directeur général d'une société de conseil dans le monde des télécoms et médias, j'ai décidé, la quarantaine approchant, que la vie était trop courte pour faire toujours la même chose. Et puis, cherchant un sens à tout cela, je me suis engagé pour la cause européenne, en reprenant donc, il y a 3 ans, la direction d'Europanova. Et donc, depuis 3 ans, j'œuvre, on réfléchit, on agit pour essayer de faire avancer les consciences et le débat public sur ce projet qui est donc, pour moi, avant tout, un projet porteur de sens. L'Europe, c'est un projet de transformation de la société, mais c'est aussi un projet de transformation de l'individu. L'autre, c'est moi. Et donc, le prisme européen, c'est exactement ça. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans nos sociétés modernes occidentales, c'est une perte des repères traditionnels que sont la religion, la famille, l'entreprise même, et ce
et cette défiance grandissante vis-à-vis des institutions, les représentants politiques en premier lieu, mais aussi les entreprises. Quand vous voyez les études chez les jeunes sur ce qu'ils pensent, la confiance en l'avenir, en leurs organisations, c'est effrayant. Alors, ils ont aussi cette capacité de se dire de manière individuelle qu'ils vont rebondir et ils ont cet optimisme individuel. Mais ce qui est le signe d'un manque de projets collectifs, porteurs de vision, de sens. Et aujourd'hui, quel autre projet politique que l'Europe pour porter ses valeurs? Et ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, quand on suit les affaires européennes, c'est une Europe conservatrice, une Europe où la montée des nationalismes est prégnante, la peur de l'autre grandit. Il suffit de voir les différents résultats aux élections législatives dans la plupart des pays européens depuis 2 ans, où on voit une montée incroyable des partis national-populistes. Libé titrait cette semaine « L'Europe congelée ». Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais pour moi, c'était vraiment symptomatique. Or, aujourd'hui, dans la mondialisation, est-ce qu'une Europe repliée sur elle-même peut s'en sortir? Moi, je pense que c'est vraiment suicidaire et qu'il est temps d'ouvrir le débat sur ce qu'on veut faire collectivement de notre continent, donc sur l'avenir de notre continent, questionner l'État-nation, cette souveraineté nationale dont on nous parle tant et qui est déjà largement une souveraineté partagée, et c'est tant mieux. Il faut du rêve aujourd'hui, il faut du désir, il faut vouloir construire collectivement ce projet. Il faut aussi du courage pour, à un moment donné, rompre le cercle vicieux de ces conseils européens, on l'a vu encore avec le dernier, qui sont souvent le théâtre de négociation des diplomaties nationales. Où est le projet collectif, cette vision européenne? On en a besoin. Il faut aussi du concret, des avancées concrètes, parce qu'on a besoin de répondre aux attentes des citoyens en matière de croissance et en matière d'emploi. Et encore une fois, de ce point de vue-là, le dernier conseil est symptomatique. Effectivement, il y a eu des avancées importantes ces derniers temps, le traité budgétaire, les débuts de l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, pardon. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va construire la croissance de demain, qu'on va créer des jobs? Je ne pense pas. On est aujourd'hui dans une Europe régulée. On a besoin de passer à une Europe des projets, une Europe des projets industriels, des projets dans l'énergie, la régulation climatique. Tout ça est nécessaire pour répondre aux angoisses de nos citoyens. Et puis, il faut aussi passer d'un mode de gouvernance aujourd'hui qui montre tous les jours ses difficultés. L'Europe a plein d'idées, mais elle a du mal à délivrer. Il faut passer d'une gouvernance à un gouvernement, en particulier pour la zone euro. D'ailleurs, la zone euro, on devrait l'appeler Euroland, puisque c'est beaucoup plus qu'une zone monétaire depuis déjà un certain temps. C'est déjà un ensemble politique. Et il faut aussi, évidemment, une Europe démocratique. Il faut du rêve, mais il faut aussi construire le lien concret avec les citoyens. Et ça, depuis, même si le poids du Parlement européen progresse, l'adhésion et les taux de participation régressent depuis 20 ans. Il y a vraiment un problème. En espérant que les prochaines élections européennes en 2014, si les partis européens font bien leur boulot avec une tête de liste qui fera campagne en vue d'être président de la prochaine Commission européenne, voilà, ça peut être le début d'un espèce de renouveau démocratique en Europe. Ça devrait être le lieu d'un grand débat pour se poser toutes les questions que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur l'Europe que l'on veut. Est-ce qu'on veut une Europe des consommateurs, comme celle qu'on a eue depuis 30 ans, ou est-ce qu'on veut une Europe des citoyens? Est-ce qu'on veut une Europe de la régulation, ou est-ce qu'on veut une Europe des projets industriels? Il faut poser toutes ces questions. Une des questions clés de la croissance, au-delà de l'innovation, le deuxième pilier de la croissance, c'est la démographie. On voit aujourd'hui qu'on a des démographies, et effectivement, qui sont vieillissantes, même si la France fait mieux que d'autres pays. Mais le sujet européen qui est au cœur de ce débat, c'est l'immigration. D'après une étude de l'OCDE, on a besoin, à l'échéance 2025, de 159 millions d'immigrés à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On est toujours dans une vision caricaturale, fragmentée de l'immigration, parce que ça fait peur et qu'on n'ose pas aborder ces sujets. Donc je pourrais continuer longtemps là-dessus. Vous voyez que pour moi, l'Europe doit être un projet fédérateur. Une Europe à l'évidence plus fédérale que celle qu'on a aujourd'hui, même si le mot fédéral ne veut pas dire la même chose pour des citoyens
différents pays, en Allemagne et en France notamment. Donc on a besoin d'un véritable débat public, de sensibiliser les opinions, de débattre de tous ces sujets qui sont très importants. Je ferai un petit parallèle avec ce qui se passe en Allemagne depuis 2 ans. Hein. Il y a un débat public important. Les principales personnalités politiques se sont exprimées sur leur vision de l'Europe. La chancelière Merkel a participé à une grande campagne de communication pendant des mois, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui s'appelle Ich will Europa, où étaient associées des personnalités de la société civile, notamment le capitaine de l'équipe de foot nationale d'Allemagne. Vous vous rendez compte, il se passe des choses quand même là-dessus. En France, aujourd'hui, pas grand-chose. On considère qu'il est grand temps d'attendre les élections. Alors espérons que les élections européennes seront le moment d'avoir ce débat qui est indispensable, parce que si on ne l'a pas, on continue à avoir une Europe perçue comme technocratique, loin des citoyens. Et au moment où on va devoir voter sur un nouveau traité, ce qui va arriver prochainement, il y a un risque fort qu'on se retrouve avec la situation de 2005. Donc il est urgent de lancer ce débat aujourd'hui pour, en synthèse, une Europe, de mon point de vue, hein, une Europe des valeurs et du sens, des citoyens, une Europe de l'innovation, du renouveau industriel, une Europe démocratique et politique. Il faut passer d'une Europe 1.0 à une Europe 2, voire 3.0 maintenant. Merci. Merci Thomas pour votre enthousiasme et pour évoquer déjà pas mal de pistes. Je vais passer la parole à Jean-Yves Autexier pour vous demander non pas quelle union voulons-nous, mais peut-être déjà vous, quelle union voulez-vous? Oui. Une Europe de projet. Une Europe de projet, parce que si on observe la crise actuelle de l'idée européenne et du projet européen, on voit bien entendu ce que nous livre chaque jour l'actualité, les rebonds des difficultés de l'euro, les ardes difficiles à saisir au départ, au moment de Maastricht. Je vous avais évoqué 1992, quelques-uns les avaient vus. Schröder, notamment, il n'était pas au pouvoir. Il disait « il n'y a plus d'amortisseurs. Es gibt kein Stoßdämpfer mehr ». Et il voyait bien que dans cette architecture, il y avait de grands risques de chocs asymétriques sur les économies et que le système ne pourrait pas les absorber. Mais ces lézardes étaient infinitésimales. Avec l'évolution de la crise, elles sont apparues. Donc il y a les difficultés de l'euro. Mais ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de politique commune. La seule politique commune complète qui ait été mise en œuvre, la politique agricole, sera démembrée totalement en 2013. La politique industrielle, il n'y en a pas. La politique de recherche, il n'y en a pas. La politique de l'énergie, il n'y en a pas. La politique commerciale, c'est une succursale de l'OMC, mais il n'y a pas de politique commerciale propre. Et c'est donc cette absence de projet commun, réaliste, de travail ensemble, qui est la cause des difficultés actuelles que traverse le projet européen. Alors, chez nous, effectivement, on privilégie les projets plutôt que les institutions. Pourquoi? Beaucoup de gens évoquent un sursaut des institutions, un saut fédéral, une capacité par les institutions de faire rebondir le projet européen. Nous sommes assez sceptiques. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première tient à la politique elle-même. C'est qu'en Europe, il n'y a pas un peuple européen, qu'un peuple, ça ne se décrète pas, ça se forge dans l'histoire, et qu'aujourd'hui, il y a 27 peuples et il n'y en a pas un seul. C'est donc une difficulté de promouvoir un saut fédéral dans un ensemble qui ne se sent pas lié par la nécessité de solidarité qui unit un peuple. Lorsqu'il y a un peuple, une nation politique, les pauvres acceptent de payer pour les riches, on accepte les transferts fiscaux, les gens d'Île-de-France acceptent de payer pour le développement de la Corse. Mais s'il n'y a pas un peuple, mais plusieurs peuples, eh ben les gens regimbent. En Europe du Nord, on regimbe à financer la Grèce et ses errements. C'est tout à fait compréhensible. Donc je crois qu'un renouveau par les institutions se heurte à ce premier obstacle politique qui est ancien, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique et on ne peut pas décréter l'existence d'un peuple alors qu'il faudra beaucoup de temps pour passer de 27 peuples à une solidarité vécue, partagée, à un effort commun, compris et accepté par tous.
Le deuxième obstacle, c'est que le saut fédéral supposerait des transferts financiers immenses. On n'a pas idée de leur ampleur. Dans un système fédéral, les riches payent pour les pauvres. L'Europe du Nord paye pour l'Europe du Sud. À ces transferts financiers, d'évidence, les opinions d'Europe du Nord ne sont pas prêtes. Alors c'est vrai de l'Allemagne qu'on critique beaucoup. Moi j'aime beaucoup l'Allemagne et je dis toujours à mes interlocuteurs, avant de critiquer l'Allemagne, comprenez-la. Comprenez l'effort immense qu'ils ont fait. Comprenez le plan Hartz, les plans Hartz. Comprenez l'effort qu'ont consenti les salariés allemands. Et quand on leur demande ensuite, après tous ces efforts, de venir à la caisse pour subventionner les difficultés de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, oui, comprenez qu'ils soient réticents. Les transferts financiers sont énormes et les opinions n'y sont pas prêtes. Vous voyez bien même que lorsqu'il s'agit d'une simple augmentation très modeste du budget communautaire, vous voyez que les réticences sont immenses. Parce que les opinions n'y sont pas prêtes. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, je parle même des gens où l'idée européenne est assez largement partagée en Europe du Nord. C'est le cas des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Mais quand il s'agit de passer au transfert financier, il y a un obstacle. Alors, notre idée, c'est que, pour longtemps, la voie des institutions pour un saut en avant de l'Europe est fermée, en suspens. Et que, par contre, nous pourrions avancer très vite dans l'Europe des projets. Et que ce serait le rôle des fondations et le rôle des think tanks que, dans ce domaine, de formuler des propositions en matière de politique commune européenne à mener à bien. Parce que nous n'avons pas les contraintes politiques. Nous avons par exemple travaillé à Respublica à une sorte d'alternative en cas de crise de la monnaie unique où vraiment on n'y arriverait pas à s'en sortir. Peut-être pourrait-on passer d'une architecture de monnaie unique à une architecture de monnaie commune. Qu'une fondation le fasse, c'est très bien. Aucun parti de gouvernement ne peut mettre cela à son agenda. Évidemment, aucun agenda diplomatique ne peut prendre en charge une sorte de plan B qui discréditerait l'action présente du gouvernement en disant « vous avez autre chose derrière la tête ». Mais nous, indépendants des objectifs politiques et des objectifs diplomatiques, nous avons le devoir d'explorer ces voies possibles. Et c'est à ce jour-là que peut-être nous serons utiles à notre pays et à l'Europe. En matière de politique énergétique, on voit bien à quel point manque cruellement une politique des approvisionnements énergétiques de l'Europe. Nos intérêts sont communs, on apporte tous du gaz et du pétrole et des mêmes pays, et nous y allons en ordre dispersé. La seule loi du marché ne peut pas correspondre aux besoins des approvisionnements énergétiques qui doivent compter sur le long terme des relations de confiance, des investissements extrêmement lourds. En matière de politique de la recherche, en matière de politique industrielle, c'est à la mode, mais c'est vraiment nécessaire. Donc pour terminer, je dirais que les fondations doivent profiter de cette indépendance d'esprit qui est le leur pour rendre service à l'Union européenne et à leur pays, en étant capables d'explorer des solutions alternatives, des plans B, des politiques communes, là où il n'y en a pas, réanimer les politiques qui manquent. En matière agricole, il est évident que l'agriculture, ce n'est pas un service ou un bien comme un autre. C'est la survie de tous les peuples. Donc, il y a besoin de politique agricole. Ça ne sera plus la PAC, ça sera autre chose. Mais quoi ? Je vous le demande. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors ça, c'est à mon avis notre rôle. Et pour terminer, je crois sincèrement et profondément à cette Europe de projet, parce que je pense malheureusement que la voie des institutions est obstruée pour longtemps. Merci Jean-Yves Texier. On voit bien que d'ici 2014, au moins, les think tanks ont beaucoup de travail à produire et des propositions à faire. Je rappelle que Robert Schuman était le premier à dire que l'Europe ne se ferait pas uniquement et même pas principalement par les institutions. Ce qui me permet de passer la parole à un représentant de la fondation bien nommé Robert Schuman, qui n'est pas représenté par son président mais par son directeur scientifique. Thierry Chopin, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Sébastien. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de micro, non. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Je joins mes remerciements d'ailleurs à ceux de Thomas pour être venu si nombreux à une semaine des vacances de Noël et au moment où effectivement les magasins vous auriez pu céder aux sirènes des magasins pour vos cadeaux. Alors, je vais essayer de répondre en 5 minutes
à la question en fait, qui est posée, alors quelle union voulons-nous? Effectivement, la difficulté, c'est le voulons-nous. C'est qui ce nous? Est-ce que ce sont nos dirigeants? Est-ce que ce sont nos États? Est-ce que c'est nous, citoyens, citoyennes? On peut peut-être d'ailleurs aborder la question sur ces deux registres. Peut-être avant de commencer, juste deux remarques, peut-être en guise de réaction à ce que je viens d'entendre. Pour rebondir, comme beaucoup, évidemment, je considère que les projets sont sans doute nécessaires, mais je ne suis pas sûr que les projets, la juxtaposition de projets, puissent répondre à la question posée par Thomas du déficit de sens du projet européen. Donc plutôt un projet pour l'Europe qu'une Europe des projets, sans jouer sur les mots en fait en réalité. Mais on y reviendra sans doute dans la discussion. La deuxième remarque en fait, que m'inspire ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur la question du saut fédéral. Je suis toujours très mal à l'aise pour ce qui me concerne en fait, avec cette question du saut fédéral, d'ailleurs pour deux raisons. La première, c'est que l'idée de saut, évidemment, laisse penser à un saut dans l'inconnu, donc c'est toujours anxiogène. Donc à mon avis, il faut être très prudent avec cette expression-là. Et puis, saut fédéral, ce qui serait un saut dans l'inconnu, oui et non, parce que, alors bien sûr, et Thomas l'a dit, le mot fédéral est un mot tabou, est un mot qui se porte très mal en France, qui génère des débats toujours un petit peu idéologiques. Or, factuellement, et sans entrer dans ce débat idéologique-là, l'Union européenne présente aujourd'hui en fait, des éléments fédéraux, d'ores et déjà, j'allais dire. Non seulement il y a une monnaie unique, pour 17 en tout cas, 17 États qui composent cette union, il y a une banque centrale européenne qui est une institution fédérale par excellence, il y a un Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct, et puis on pourrait aller au-delà en disant d'ailleurs que sous l'effet de la crise, il y a aussi un mouvement de renforcement de l'intégration économique européenne qu'on pourrait appeler d'ailleurs fédéralisation, c'est-à-dire le fonds de secours, mécanisme européen de stabilité qui est récemment entré en vigueur, sans doute répond à cette définition-là. Le renforcement des règles de surveillance budgétaire à l'échelle européenne va aussi, je crois, dans cette direction. On pourrait multiplier les exemples, donc peut-être faisons attention aux mots, et effectivement dans les débats publics, l'utilisation de telle ou telle expression peut conduire à des malentendus. Dernière remarque très, très brève, pas de transfert financier. Moi, je crois quand même qu'il y a eu même s'il y a eu des tergiversations, des hésitations au départ de l'explosion de la crise, notamment de la crise de la dette en Grèce, les États, alors peut-être pour des raisons qui tiennent d'abord à des intérêts bien compris plutôt qu'à un élan du cœur, mais je crois qu'il y a eu vraiment des actions de solidarité. En tout cas, il y a eu des transferts financiers, il y a eu des aides financières extrêmement importantes qui ont été consenties de la part des pays qui sont aujourd'hui dans une moindre difficulté que d'autres. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire rapidement, en fait, je voulais dire trois choses. Rapidement. Pardon ? Très rapidement. Très rapidement, trois choses. Sur quelle union voulons-nous ? En tout cas, du point de vue de nos dirigeants, je pense que la crise, premier élément, pose la question suivante. Est-ce que l'Union européenne dispose de la volonté, puisqu'on parle de volonté, de la volonté politique et collective suffisante pour préserver en fait l'intégrité de la zone euro ? Je crois qu'en dépit des tergiversations, des hésitations qu'on a pu percevoir au printemps 2010, la réponse est oui. Il y a une volonté collective et politique en fait, de maintenir l'union monétaire. Je crois qu'il a été assez clair. Et ce que montre la gestion de la crise, deuxième élément sur lequel je voulais insister depuis 4 ans, c'est que la priorité a été effectivement donnée au maintien de l'intégrité de cette zone. Il y a une volonté de conserver l'union. Et pour cela, je crois qu'il y a eu une prise de conscience de la part de l'ensemble des États de renforcer la cohérence en fait, de cette union monétaire, à la fois sur le plan budgétaire. C'est tout le sens de la définition d'un ensemble de règles plus strictes sur ce volet-là, sur le plan budgétaire. C'est aussi le cas dans la perspective du projet d'union bancaire sur lesquels les chefs d'État et de gouvernement se sont encore entendus récemment à l'issue du Conseil européen de ces jours derniers. Donc le choix, puisqu'on parle de quelle Europe voulons-nous, quelle union voulons-nous, le choix n'a pas été un choix du repli national. Ça a été un choix, au moins à ce stade, de la consolidation de l'Union telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je crois que l'alternative à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est, première branche de l'alternative, est-ce qu'on en reste à un statu quo consolidé, un statu quo même consolidé, ou est-ce qu'effectivement on fait un pas plus important dans l'intégration, sans parler de saut fédéral en fait, à ce stade.
Troisième élément, très rapidement, sur lequel je voulais insister, même si des avancées ont été réalisées, si des décisions ont été prises, et des décisions importantes ont été prises en matière, encore une fois, budgétaire et en matière d'union bancaire, reste effectivement que les citoyens, dans beaucoup de pays, sont perplexes face à l'évolution de la crise, face à la difficulté de prendre cette crise de vitesse et à la surmonter. On le sait, il y a une baisse de confiance, Thomas l'a rappelé, des citoyens vis-à-vis des principales institutions européennes, et le niveau de confiance, d'ailleurs, n'a jamais été aussi bas quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion. Dans ce contexte-là, j'allais dire, et pour répondre à la question quelle union voulons-nous, au sein de la Fondation Robert Schuman, on s'efforce depuis quelques mois de conduire un certain nombre de travaux sur une question qui nous paraît essentielle, qui nous paraît prioritaire et qui ne peut plus être éludée, à savoir la question de l'union politique. Donc j'imagine qu'il y aura des questions sur la différence entre l'union politique, l'Europe fédérale. Là aussi, il y a une confusion du langage à cet égard. L'idée étant que les décisions européennes qui sont prises, et notamment celles qui sont prises en matière économique, sans doute ne peuvent plus faire l'économie d'un renforcement en fait, de la légitimité des institutions qui les prennent. Et donc, à cet égard, en fait, et peut-être pour ouvrir le débat avec vous, il me semble que sur ce point, il y a trois séries d'interrogations qui sont importantes. Effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle d'union politique? Le débat a été lancé en fait en Allemagne, Thomas l'a rappelé. Il y a assez peu d'écho en France sur cette question-là aujourd'hui. Ce sujet, par ailleurs, deuxième série d'interrogations, en tout cas pour moi, il est clair que c'est le sujet qui avance le moins, à la fois à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale. On gère l'urgence sans se dire finalement que cette question de l'union politique est aussi prioritaire. Donc quel ordre des priorités? Et puis, troisième série d'interrogations, cette union politique, souvent elle est utilisée un peu comme un slogan. Donc au-delà du slogan, quel contenu pour un tel projet, encore une fois, qui me semble essentiel du point de vue de la question du sens et de la légitimité du projet européen qu'il implique. Merci. Merci Thierry Chopin. En vous écoutant, effectivement, les mots ont leur importance. Et dans les think tanks, effectivement, on sait de quoi on parle. On a vu avec le débat sur le traité constitutionnel à quel point le mot constitution avait pu finalement effrayer ou créer des malentendus. Et justement, et pour rebondir sur le dernier point, et avant de passer la parole à la salle pour vos questions qui, je n'en doute pas, seront nombreuses, on parle effectivement d'union politique. Et Angela Merkel, cette année, ce terme-là est revenu à la mode. Walter Hallstein, le tout premier président de la Commission européenne, en parlait déjà en 1958. Et aujourd'hui, il faudrait donner un contenu à ça. Alors, effectivement, au-delà du slogan, au-delà de la formule passe-partout, j'aimerais demander à chacun d'entre vous, notre président François Hollande lui parle d'intégration solidaire. Est-ce que pour vous, ces formules-là ont du sens et quel contenu vous y voyez derrière, avant de passer donc la parole à la salle? Il n'y a pas d'ordre pour intervenir. Non, mais sur l'intégration solidaire, moi je pense qu'effectivement ça mérite clarification, car l'intégration pour beaucoup de citoyens, c'est l'intégration d'immigrés dans le territoire national. Et donc si on parle d'intégration solidaire, ça peut avoir, à mon avis, une connotation, en tout cas être compris d'une autre manière. Et je pense que le fond du sujet, c'est ne pas parler d'Europe politique, parce qu'effectivement, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on peut y mettre. Et donc, on dit qu'on a envie d'être plus solidaire, entre partagés, etc. Les eurobonds, qui sont sans doute un élément essentiel de la dynamique future de l'Union européenne pour donner collectivement des moyens d'emprunt et d'investissement d'avenir. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça. Et ça évite de poser la grande question parce qu'en fait, l'Europe politique, elle dépend du débat qu'il faut avoir sur ce qu'on veut faire ensemble. Il y a des éléments concrets que tout le monde cite dans le débat qui sont effectivement, il faut un gouvernement pour la zone euro, après il faut des élections démocratiques, il faut avoir à terme un président de l'Union éventuellement élu directement, qui rassemble le poste de président du Conseil et de la Commission. C'est ça les grandes idées, mais finalement, une fois qu'on a dit ça, on ne s'est pas posé la question de ce qu'on voulait vraiment mettre en commun, au-delà aujourd'hui de la monnaie et d'une partie d'harmonisation, en tout cas de coordination de nos budgets. Est-ce qu'on veut avoir
une fiscalité commune, un vrai budget commun pour pouvoir investir, et finalement, à terme, est-ce qu'on veut avoir une représentation des citoyens forte au niveau européen? Jean-Yves Texier, vous, union politique et intégration solidaire, c'est des formules qui vous parlent? Intégration solidaire est une formule qui me parle, mais j'observe que nous sommes très loin de la réalité. Si vous voyez les choses dans toute l'Europe du Sud, le déficit de compétitivité non compensable par une politique de change a abouti à une crise monétaire. Et au lieu d'aboutir à une intégration solidaire, aboutit à creuser un fossé entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord qui est énorme. Allez à Madrid, allez à Lisbonne, allez à Athènes, et puis rendez-vous à Londres, Paris ou Berlin. Vous y verrez 2 Europes, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur. Donc l'intégration solidaire, je trouve ça très bien, c'est une belle perspective, mais aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. L'union politique, je vous ai dit ce que j'en pensais, pour moi, ce chemin est pour longtemps obstrué. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Le gouvernement économique de la zone euro. Et je donnerai raison à Thierry Chopin en disant que oui, c'est un élément fédéral. Un gouvernement économique de la zone euro, tel qu'on peut le souhaiter, c'est un élément fédéral. Et je le souhaite. Et je le souhaite. Bien que, je vous dis, ça serait d'abord à 17, ça ne serait pas à 27, et ce serait pour le gouvernement de la zone euro. Mais il y a des choses qu'on peut faire en matière de politique commune. Et je ne veux pas mettre l'euro comme politique commune, mais enfin, que projet monétaire, et il y a des choses qu'on peut faire. Thierry Chopin, vous, c'est des formules que vous employez souvent? Je vous avoue un petit peu mon scepticisme sur la formule d'intégration solidaire. Je ne sais pas trop, en fait, en réalité, ce qu'il y a derrière en termes de contenu. J'attends d'ailleurs que nos autorités nous éclairent, en fait, sur ce point. Sur l'union politique, oui, ça me semble un peu plus précis. Alors là encore, Thomas l'a dit, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Il me semble qu'il y a au moins 2 ou 3 éléments, si on veut essayer de mettre les choses en ordre, qui sont importants. Le premier, c'est que il me semble qu'on a été beaucoup à être frustrés face à la difficulté de la gouvernance européenne, appelons-la comme ça, pas pour le plaisir de jargonner, parce qu'il est difficile de ne pas être gouvernement européen en fait, à ce stade. Difficulté de la gouvernance européenne à réagir face à la crise. En tout cas, ce sont les États qui ont été en première ligne. Ça a été absolument légitime qu'ils le soient, compte tenu du capital politique dont ils disposent par rapport à celui des institutions européennes. Mais ce primat, j'allais dire, du rôle des États dans la gestion de crise présente des difficultés, des limites. C'est lent, c'est anxiogène, et puis le primat du Conseil par rapport au Parlement européen peut être gênant aussi en termes de légitimité. Donc, ce qui est frappant, c'est que la crise a révélé un déficit exécutif, en fait, du pouvoir exécutif européen. Donc je trouve qu'une première piste, un premier axe qui viendrait donner un contenu à l'union politique, c'est d'essayer de penser d'abord et de réaliser, d'essayer de répondre en tout cas à ce déficit du pouvoir exécutif européen. Alors là, les propositions, elles sont sur la table en fait aujourd'hui en réalité. La proposition d'élire même indirectement par le Parlement européen le président de la Commission européenne qui pourrait être fusionné avec le poste de président du Conseil européen sont des choses qui sont dans le débat. Il est frappant évidemment, et on ne s'en étonnera pas, que ni le président de la Commission européenne ni le président du Conseil européen n'aient repris effectivement cette proposition de fusion. Encore une fois, on s'en étonnera pas. Proposition qui vient d'Allemagne, en effet. Mais l'Allemagne, effectivement, pousse dans cette direction. En tout cas, sur l'élection même au suffrage universel direct du président de la Commission européenne, depuis 1 an déjà, depuis le congrès de la CDU à Leipzig en novembre 2011. Donc, première piste, essayer de combler ce déficit exécutif. Ça, je pense que c'est un premier point important. La deuxième chose, on parle aussi beaucoup de déficit de légitimité. Les institutions européennes ont une légitimité, mais qui est plus faible, plus fragile, en quelque sorte, que celle des institutions nationales. Essayons de renforcer cette légitimité-là, et c'est tout l'enjeu, je crois, de l'association des parlements, à la fois parlements nationaux, pas d'ailleurs uniquement dans un rôle négatif de contrôle, mais aussi dans un rôle positif et constructif dans les décisions européennes qui sont prises, association du Parlement européen.
dont d'ailleurs la représentativité devrait aussi conduire à un certain nombre de réflexions aujourd'hui. Les Allemands, à nouveau, nous disent, la Cour de Karlsruhe nous dit régulièrement, au fil de sa jurisprudence, que la représentativité du Parlement européen pose une difficulté aujourd'hui. Donc, premier élément, combler le déficit exécutif. Deuxième élément, essayer de combler ce déficit de légitimité. Et puis, troisième élément, et là, je suis évidemment d'accord avec Jean-Yves Texier, c'est-à-dire que le point aveugle de la construction européenne, ça a été de ne pas poser la question du sentiment d'appartenance, de ne pas suffisamment poser, au-delà de la seule création juridique d'une citoyenneté européenne, la question de comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'émergence d'un sentiment de concitoyenneté entre les Européens. C'est évidemment une condition à la fois pour débattre politiquement à l'échelle européenne, c'est aussi une condition de la solidarité, effectivement, à l'échelle européenne. C'est un sentiment pour substituer au climat de défiance parfois entre les opinions publiques nationales, entre les Grecs et les Allemands, c'est compliqué, un sentiment de confiance mutuelle un peu plus important. Et donc, je pense qu'il faut reprendre effectivement ce chemin de la construction politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire essayer de construire ce sentiment d'appartenance et de citoyenneté. Merci voilà, Thierry Chopin pour si bien poser les termes du débat que je voudrais élargir pour le petit quart d'heure qui nous reste à la salle. Alors, je vais prendre plusieurs questions à la fois, en vous demandant bien une question courte, en vous présentant. Et je crois qu'il y avait une première question par ici. Monsieur Piel. Jean-Claude Piel, j'ai fait ma carrière... Vous n'avez pas besoin de micro. J'ai fait ma carrière, Jean-Claude Piel, à l'Union des coopératives de céréales, 1960, ingénieur agronome. On me recrute parce que la politique agricole commune va être mise en place. Et on voudrait quelqu'un qui ait le goût de l'international pour y travailler. Ce que j'ai fait... Et aujourd'hui, c'était une fédération, cette union de coopératives. Aujourd'hui, c'est une entreprise en face de Cargill, Monsanto Chemical et les autres qui fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais depuis ces 30 ans de carrière, je ne cesse de dire il faudra une Europe politique, il faut une Europe puissance. C'était le projet des pères de l'Europe. La question, messieurs, tous les trois, vous m'avez passionné. Vous avez posé très bien les signes cliniques, comme dirait un médecin. Vous avez amorcé le diagnostic. Je vais y ajouter quelque chose. Si on est à 27, s'il n'y a pas de représentation sur la planète, alors qu'elle devient indispensable, regardez les émergents, regardez la Chine, il y a une raison à cela. Il y a eu un avortement provoqué, je n'hésite pas à le dire, un avortement provoqué de l'Europe politique. Je me souviens de Javier Solana, parce que j'ai fréquenté Bruxelles et Genève, avec le GATT qui est devenu l'OMC, et Washington, notre compétiteur. Et Javier Solana a écrit un jour dans le Courrier international, à Bruxelles, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est l'élargissement. On a fait l'élargissement. Et l'élargissement a été voulu. Et par faiblesse, les Européens ne l'ont pas vu. Ils ont accepté le cheval de Troie. Comme j'ai dit, disons, la Grande-Bretagne, elle pourrait avoir une devise néo-shakespearienne, c'est « lobby or not to be ». Et ceux qui connaissent le Berlaymont, le rond-point Schumann, la rue de la Loi et la rue Béliard à Bruxelles savent ce que sont les lobbies. Alors, j'aimerais bien que... Votre question. Ce qui est amorcé, ma question. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les pieds dans le plat et se dire que l'Europe puissance, qu'il nous faut absolument, eh bien, elle doit se construire au départ de la France et de l'Allemagne, en spirale, dans la zone euro, parce que l'Europe à 27, il est évident qu'elle ne la construira pas. Alors, les think tanks nationaux, et c'est ma question, think tanks nationaux, parfait, je me réjouis de tout ce que j'ai entendu, mais plurinational, à commencer par franco-allemand, avec 3 langues de travail, et non pas 23 langues officielles comme à Bruxelles, enfin, 23 langues officielles. On a bien compris et votre quand point. allez-vous démarrer ? Effectivement, l'Union à 27 et au sein de cette union, est-ce qu'on peut avoir peut-être plusieurs vitesses et puis un noyau dur d'intégration ? Avant-garde, je vais prendre tout de suite une seconde question, s'il vous plaît, courte, en vous présentant rapidement, et puis une troisième, et après on laissera la parole à notre intervenant. Peut-être aussi de l'autre côté, monsieur, et après là-bas.
Oui, bonjour, Frédéric Ménager, je suis secrétaire général d'Eurocité, qui est un think tank européen qui réfléchit sur les questions européennes à gauche, résolument. Ma question, en fait, s'adresse finalement à nos trois intervenants et porte finalement sur le sentiment que les populations ont envers l'Europe aujourd'hui. Je crois qu'on assiste, mais ce n'est pas un phénomène nouveau, puisque depuis 1992, la carte électorale française le reflète parfaitement. Il y a un véritable divorce sur la perception de l'Europe entre les classes populaires en France et, on va dire, entre guillemets, les élites. Et ce divorce se poursuit et semble continuer. Donc, moi, ma question serait de savoir, effectivement, comment pourrait-on réconcilier les classes populaires et l'Europe, ce qui est une première question importante. Et peut-être pour dégager des pistes, je me dis que dans un pays qui perd actuellement 40 000 impôts industriels par mois, c'est le chiffre, la question de la réindustrialisation de l'Europe et la question des politiques commerciales européennes me semble une question assez majeure et il faudrait sans doute sur ce point trouver des réponses tout à fait concrètes. Merci. Alors, une question effectivement qu'on a un peu soulevée dans le débat déjà sur le sentiment d'appartenance et donner le goût de l'Europe. Je prends une troisième et dernière question là avant de passer la parole aux intervenants. Monsieur. Merci. Youssouf Işık de Turquie. En 2010, évidemment, heureusement, la crise presque existentielle a été dépassée, mais la volonté n'a pas été suffisante pour engendrer une Europe très forte. Alors, plusieurs parlent d'une Europe à plusieurs vitesses. Et je ne veux pas dire avec... ma question est, que pensez-vous d'une Europe à plusieurs vitesses, tout en ajoutant que personnellement, je trouve que l'Europe forteresse serait la fin de l'Europe telle qu'on voudrait la concevoir. Merci. Merci, monsieur. Donc, on voit d'ailleurs, la dernière question rejoint aussi la première. Est-ce que quand on parle d'union, on parle d'union toujours à 27 et d'ailleurs bientôt à 28, ou est-ce que union à 17 la question aussi du couple franco-allemand dont on va fêter bientôt les 60 ans d'amitié, 50 ans, pardon, de l'anniversaire du traité. Donc, je vous laisse la parole peut-être à, je ne sais pas si Tomoda veut démarrer. Je peux commencer sur le sujet qui me touche le plus, qui est effectivement le divorce entre l'élite et les citoyens, parce que je pense que c'est un cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui, nos représentants politiques sont aussi timides, timorés sur des avancées ambitieuses. Il y a effectivement une difficulté quand on a une opinion qui, je crois qu'on est passé à 30% maintenant, dans un des derniers sondages de confiance dans l'Union européenne, de pousser des sujets européens, ça me paraît évident. D'où la nécessité d'avoir une approche un peu systémique du problème si on veut avancer, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer, d'une part, les leaders d'opinion, et c'est le rôle des think tanks, sans doute, une des questions c'était comment on fait pour être internationaux. On a besoin de créer des réseaux, nous on développe des réseaux de jeunes leaders européens parce qu'on pense qu'on a besoin d'une nouvelle génération de gens qui se construisent et qui se pensent ensemble. Voilà, mais on a des petits moyens, donc on a sans doute nécessité à se fédérer tous en Europe. Et donc, il y a ce volet auprès des décideurs qu'il faut faire évoluer. Et puis, il y a comment on fait pour que les citoyens aient une compréhension de ces sujets très complexes qui posent des questions fondamentales qui ne sont pas abordées. Parce que, voilà, pour les citoyens, aujourd'hui, l'Europe, c'est la crise de la dette, c'est la Grèce. Alors, c'est un progrès par rapport à il y a quelques années, puisque maintenant on en parle au café, au zinc de la crise de la dette. Donc il y a une prise de conscience, je pense, de la nécessité d'avoir une Europe différente. Moi je pense que c'est à un moment donné, il faut passer, il faut faire une transformation, une remise à plat de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui en matière européenne, faire une analyse critique pour dire ce qu'on a envie de faire, créer un réel débat public. Et puis pour mobiliser les citoyens de manière, mobiliser ou en tout cas sensibiliser ces citoyens de manière massive, je pense qu'on est au balbutiement de démarches et d'initiatives utilisant le digital notamment, parce qu'aux États-Unis, on a vu qu'il y avait des grands mouvements qui ont réussi à mobiliser en ligne des millions de citoyens, un projet qui s'appelle Move On, dont l'objectif est de recréer du lien entre les citoyens américains et la politique. Ils ont des dizaines de millions de membres, en abordant les sujets différemment. Il faut évidemment, pour l'Europe, pas parler des institutions. Je pense que c'est rébarbatif pour tout le monde, mais il y a des choses qui touchent
les citoyens dans le projet européen, que ce soit les valeurs, que ce soit ce qui nous anime tous, les enjeux d'emploi, de régulation, des paradis fiscaux. Voilà, on a moyen de créer une adhésion en communiquant différemment sur le fond et sur la forme, je pense, auprès des citoyens. Et c'est notre responsabilité, à nous, think tank, acteurs, mais aussi, évidemment, à nos représentants politiques. Merci. Jean-Yves Texier sur ces questions notamment de la place du franco-allemand et de l'union à plusieurs vitesses. Oui, simplement l'idée d'Europe puissance qui me paraît très sympathique, il faut savoir que, enfin vous le savez, qu'en dehors de nos frontières, elle est peu répandue, très peu répandue. Les Allemands, les Britanniques, les Italiens ne se posent pas du tout les termes. C'est très difficile. Mais ça n'empêche pas de maintenir cet objectif. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est le cœur de tout l'enfer, c'est le noyau franco-allemand. D'abord, c'est l'histoire de notre continent. 80 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, le cœur du monde industriel, au centre géographique de l'Europe, qui ne doit pas, vous avez raison monsieur, être une Europe forteresse, parce que l'Europe, elle est atlantique, elle est méditerranéenne, elle est slave, elle touche à l'Asie. Ça a toujours été le carrefour du monde. Elle ne doit pas cesser de l'être. Mais évidemment, il faut un noyau. Et ce noyau, c'est un noyau franco-allemand équilibré. Et dès qu'il y a déséquilibre, nous sommes dans l'affrontement, dans l'absence de confiance, dans le blocage total du mouvement. C'est pour ça qu'il faut absolument rétablir notre compétitivité en France. On ne peut plus laisser se creuser ce gap avec l'Allemagne, car un noyau franco-allemand déséquilibré, que ce soit au détriment de la France, comme c'est le cas aujourd'hui, si c'était demain le cas au détriment de l'Allemagne, ça ne peut pas fonctionner. Donc je crois que c'est vraiment le cœur du cœur. Voilà. Et puis un dernier mot, mais très très vite. Si on veut, monsieur qui représentait Eurocité, si on veut que l'opinion se rapproche un peu plus des objectifs européens, ben, il me semble que si vous aviez des institutions européennes qui se battaient pour leur industrie, au lieu d'avoir une seule politique de la concurrence, qui se battaient pour une politique industrielle, des filières, qui se battaient pour une politique commerciale intelligente, des clauses de réciprocité avec les gens qui nous enlèvent les marchés à notre barbe, avec des clauses sociales et environnementales. Bref, si on avait des institutions européennes qui se battent à armes égales dans un monde libre, je pense qu'ils seraient plus sympathiques qu'aujourd'hui, avec leur seule politique de la concurrence, où ils se présentent comme les assassins de l'industrie. Merci. Je crois d'ailleurs que le principe de réciprocité a fait récemment quelques progrès au niveau européen. Thierry Chopin, pour même un peu conclure, parce que le temps... Tout petit mot sur ce point-là. La Commission, effectivement, doit faire évoluer son logiciel, mais c'est la responsabilité des chefs d'État d'impulser cette dynamique. Thierry Chopin sera en fait aussi le mot de la fin, puisque je crois que l'heure tourne et qu'une autre table ronde va nous succéder. Peut-être sur la question de l'Europe à plusieurs vitesses et du rapport Union européenne à 27 et zone euro à 17. Je pense effectivement on ne peut que constater que sous l'effet de la crise, la zone euro est en train de se restructurer autour de l'union budgétaire, autour de l'union bancaire, peut-être demain de l'union politique, et que finalement... ce scénario de deux Europes qui coexistent, Union européenne d'un côté à 27 et zone euro à 17 de l'autre, est en train de devenir une option à prendre de plus en plus au sérieux. Je crois qu'il faudrait aussi intégrer dans notre réflexion, notamment compte tenu de l'évolution en fait, de la situation au Royaume-Uni, où le gouvernement est vraiment sous la pression de l'aile eurosceptique du Parti conservateur. Il y a quand même tout un discours qui monte en puissance sur la révision des liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que le Royaume-Uni va rester ou pas dans l'Union européenne? C'est une question qu'il faut là aussi prendre très au sérieux. Et donc je crois qu'à côté de cette réflexion sur vraiment cette relation UE27, zone euro 17, de réfléchir aussi à la place de certains pays dans l'espace économique européen doit être, disons, en bonne place dans notre agenda. Peut-être juste un mot, parce que j'étais aussi très sensible évidemment à la question du divorce
entre les élites et un certain nombre de citoyens sur la question européenne. Je ne reprends pas tout ce qui a été dit, auquel je souscris plutôt, même si effectivement sur la question politique industrielle, politique commerciale, on a souvent accusé en fait l'Union européenne d'être un peu naïve en fait sur ces questions-là. C'est vrai que les choses évoluent, à la fois sur la question de la réciprocité en matière commerciale et sur l'articulation toujours problématique entre politique de concurrence et politique industrielle. Mais le mot sur lequel je voulais insister, c'est que je pense qu'une des clés, là aussi politique, en fait, qui permettrait de rapprocher en fait une majorité de citoyens avec l'Union européenne, c'est de passer d'une Europe qui est perçue comme étant une Europe de la contrainte, comme étant une Europe subie, à une Europe qui serait davantage choisie. Et évidemment, si je dis ça conduit à une réflexion absolument indispensable et urgente sur la question de savoir comment on redonne le sentiment aux citoyens qu'ils peuvent exercer une influence politique sur les décisions qui sont prises et sur les orientations de l'Union européenne. Ça fait évidemment écho à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur l'union politique notamment. Merci Thierry, merci à vous trois pour votre intérêt et votre enthousiasme aussi sur toutes ces questions qui ne manqueront pas, je pense, de se développer au moins d'ici les prochaines élections européennes. Je crois que là, on a vraiment le droit de les applaudir. Merci.